qu'il y a des opportunités d'investissement dans le top 10 grec. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec ce top 10. Donc je suis allé sur Companies Market Cap sur la Grèce et on va récupérer ce top 10. Donc on a Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Financial Holdings, Alpha Services and Holdings, OPAP, Organization of Football Pronostics, OTE Group, Metal Energy and Metals, Public Power Corporation, Jumbo SA, Athens International Airport. Vous avez préparé la watchlist comme d'habitude. Ici, vous avez le ticker de la société, le nom de la société, industrie dans laquelle j'opère, la capitalisation boursière, croissance du chiffre d'affaires, les multiples de valorisation en termes de VE sur EBITDA et de ratio co-bénéfice et ratio co-cash flow, cours sur actifs tangibles, vraiment les capitaux investis, vraiment des fonds propres, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, vraiment du dividende, vraiment l'actionnaire, free cash flow, bénéfice net et payout ratio. Première entreprise de la liste, c'est une banque, comme les 4 premières de cette liste. D'ailleurs, les banques grecques sont en pleine rédemption après des années de purge. On est sur 13 milliards de dollars de market cap et 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, on comprend ce qui se passe. Vous regardez les chiffres de croissance. En fait, le secteur bancaire grec est en train de se consolider à énorme vitesse après la purge. Donc sur Eurobank, on a 8 en PE. Ce qui est bien, on a une décote sur le ratio co-bénéfice. On veut être en dessous de 10 pour une banque, on le rappelle. Pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. Donc on n'a pas la deuxième marge de sécurité. Un rendement des fonds propres qui est à 18%, ça c'est excellent. C'est un bon niveau vu le levier qui est engagé pour une banque. Donc ça c'est pas mal. 3,5 en rendement de dividendes, 2,8 en rendement d'actionnaire. Donc il faut vérifier, est-ce qu'il y a des nouvelles actions qui sont émises qui diluent l'actionnaire, malheureusement. On a un PE ratio à 23%. Donc c'est très soutenable ce dividende, il va même monter à mon avis sans problème. Malheureusement on n'a pas le décote sur actifs tangibles, sinon en PE c'est les décotés et le rendement des fonds propres est plutôt pas mal avec un bon petit dividende. Donc je pense que ça se regarde, si on peut investir dans une banque. Ensuite, National Bank of Greece, donc à peu près le même topo, 12 milliards de dollars market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires, donc les d'acquisition, ça forcément. 10 en PE, pas de décote ici, et 1,3 en presse tangible book value, pas de décote non plus. Donc il n'y a pas de marge de sécurité, la qualité est un peu moindre, on a 13 en rendement des fonds propres, ce qui est convenable mais pas exceptionnel pour une banque. 3,3 en rendement du dividende, qui est soutenable avec un payout ratio à 30%. Donc là c'est pas mal. Un peu moins bien en qualité comme dossier. Ensuite on passe sur Piraeus Financial Holdings, donc on est sur 9 milliards de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, ici ils ont dû faire une acquisition. 7,3 en PE. Là, il y a une bonne décote ici. On n'est pas décoté sur les actifs tangibles, mais bon, on est sur la balance des actifs tangibles, donc il n'y a pas de surcote non plus. Donc pourquoi pas. On a 14 en rendement des fonds propres, ce qui est convenable. 1% en rendement du dividende. Donc ils ne sont pas très généreux en dividende. Peut-être qu'ils vont le monter par la suite, vu qu'on a 7% de payout ratio. Il y a de la place pour le monter, ce dividende. Donc on va voir ce qui se passe. Mais voilà, ça peut se regarder, cette banque. Malheureusement, pas pour le dividende, mais pour les autres éléments. Pourquoi pas. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo et on continue avec Alpha Bank, qui est aussi une banque donc grecque, 9 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc pareil, je pense qu'ils ont fait une acquisition, mais ça se paye cher. 14 en PE, c'est trop cher pour une banque, même si on est sur la valeur des actifs tangibles. Donc pas vraiment de marge de sécurité à mon avis. La rentabilité est trop faible. On est à 8% de rendement des fonds propres, c'est pas suffisant pour une banque, il faut être à un minimum 10. Ça, c'est à cause du levier qui est engagé par les banques. Elles sont leveragées à 20 fois en général, quelques mois maintenant, mais quand on est aussi leveragé, on doit générer une rentabilité à hauteur de ce levier. Ici, c'est pas le cas. 1% vraiment du dividende, donc le payout ratio est faible. Alors, théorie, à mon avis, pour les deux banques ici, les dividendes sont faibles à cause des restrictions de la Banque centrale européenne pendant la pandémie. Donc, je pense que c'est quelque chose de passager et ils vont continuer à remonter leurs dividendes. Bon, pas de décote majeure sur Alpha Bank, pas de rentabilité intéressante, plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur OPAP. Donc ça, c'est l'opérateur de jeux d'argent grec. C'était public, ça a été privatisé pendant la crise grecque. Bon, 8 milliards de dollars de market cap. Je ne sais pas s'il y a toujours l'État grec au capital. Faut regarder. Si c'est le cas, plutôt à l'écart. Et après, même si c'est pas le cas, c'est un marché régulier. Les marchés réguliers, je m'en méfie quand même beaucoup. 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 9 en VE sur EBITDA, 16 en PE, 10 en pression free cash flow. C'est plutôt ce multiple-là qu'il faut regarder par rapport au PE, vu qu'on dégage du cash structurellement.
c'est pas très cher payé. C'est pas non plus value, hein, mais c'est pas très cher payé, je trouve. 36% vraiment des capitaux investis. Ah, c'est énorme comme rentabilité. Mais en même temps, on n'a pas besoin de capital pour faire des jeux d'argent. Il suffit d'avoir un monopole et puis un petit système IT et c'est parti, quoi. Donc, bonne rentabilité, quand même à signaler. Pas de dette. 7% vraiment du dividende, donc ça c'est énorme. Les free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio il est à mon avis plus proche des 60%, ce qui est soutenable. Donc le dividende ne va pas forcément monter beaucoup plus, mais il peut rester à ce niveau-là, sans trop de problèmes je pense, donc c'est intéressant à ce niveau. Donc peut-être un dossier rentier, avec les risques associés d'un marché régulé. Ensuite on est sur Metlen, donc là c'est une action qui est dans le fond Europe ou France, ou les deux, de l'indépendance AN. Donc plutôt un conglomérat industriel et c'est plutôt dans les mines, hein. Ils font des mines de, alors je sais plus quoi, d'aluminium peut-être? Dites-moi en commentaire si vous savez. On a 8 milliards de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même assez fort. Donc à mon avis, il y a la consolidation, hein. Ils ont fait une croissance externe. En multiple, c'est pas si donné que ça, hein. Il y a 11 en VE sur EBITDA, 12 en PE et les free cash flows sont négatifs. Bon, malheureusement. 11 en rendement des capitaux investis, ce qui est pas mal, hein. C'est intensif en capital, c'est business. Donc, bonne rentabilité à ce niveau, je trouve. 2,7 fois le EBITDA en net, c'est un peu élevé à mon goût. Voyons si ça baisse par la suite. On est à 3,2% de rendement du dividende, pareil, un rendement à l'actionnaire versé à crédit, puisque les free cash flows sont négatifs. Donc, Metlen, pourquoi pas? Ça m'a l'air un peu cher quand même, voilà. Je pense qu'il y a mieux à faire, il y a plus d'écoté en fait, hein, dans ce secteur-là. Donc, voilà, je pense que pour celui-là, moi je serais plutôt à l'écart. Hellenic Telecom, on est sur l'opérateur télécom grec, 7 milliards de dollars de market cap, 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il n'y a pas de croissance, mais c'est normal, hein, les télécoms c'est très stable. 6 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 14 en price to cash flow. À mon avis, il vaut mieux se fier à ce multiple-là, hein, le VE sur EBITDA, puisque c'est le multiple qui est le plus en amont du compte de résultat. En PE, c'est un peu cher. Après, ce cash flow, je sais pas, il y a dû avoir une dépense en capital un peu élevée également pour que ça soit aussi élevé. En tout cas, bon, en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. On est sur 16 en rendement des capitaux investis, c'est énorme. C'est très très bien, hein, pour une télécom, vu qu'on est intensif en capital. Bonne rentabilité, quasiment pas de dette, en plus 0,4 fois le EBITDA en dette nette, ça c'est bien. On est sur 4,8% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau. 6,6 en rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Je pense qu'elles sont annulées, mais il faut quand même vérifier. On est à 60% de rendement de payout ratio. C'est soutenable à ce niveau, free cash flow à peu près équivalent bénéfice net. Donc ça se regarde, hein. D'un point de vue value, je pense que c'est intéressant, et d'un point de vue dividende également. Ensuite, on est sur Public Power Corporation, donc ça c'est la société de distribution d'électricité. 6 milliards de dollars de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ils ont forcément racheté quelque chose là pour qu'il y ait autant de croissance, alors que les utilities c'est plutôt stable, hein. 6,3 en VE sur EBITDA, c'est pas cher, 37 en PE, free cash flow négatif. Donc là, dépense en capital élevée. Est-ce que c'est ponctuel ou conjoncturel? Il faut vérifier. Si c'est structurel, il vaut mieux être à l'écart, hein, parce que on n'achète pas une boîte qui a des free cash flow négatifs structurellement, c'est-à-dire qu'elle ne gagne pas d'argent en réalité. 7% vraiment des capitaux investis, bonne rentabilité opérationnelle, mais vous voyez, le rendement des fonds propres est médiocre, hein. On a 3 en rendement des fonds propres. Après, il y a quelque chose, à mon avis, peut-être qu'il y a de l'exceptionnel, hein, qui impacte les bénéfices nets, hein. Donc en fait, il vaut mieux se fier à la valeur entreprise sur EBITDA. Donc il faudrait calculer une sorte de rentabilité par rapport à ces multiples-là. Parce que le ROIC, il embarque aussi les dépreciations amortissement. Alors que les l'EBITDA, c'est avant. Donc bon, il faut retraiter en fait ce qui se passe sur ce dossier. 2,5 fois l'EBITDA en dette nette, c'est pas trop, hein. Enfin, c'est pas trop lourd pour une utilities. On peut aller jusqu'à 5 fois. Donc ici, c'est correct. 2,8% en rendement du dividende, c'est pas énorme, hein. Du coup, ça va pas intéresser un rentier. On a 6,6 en rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions, potentiellement pour annulation. Mais bon, un rentier lui préférera avoir du dividende sonnant et trébuchant. On n'a pas de free cash flow, donc tout ça a été fait à crédit. Bon, à première vue, comme ça n'a pas l'air si intéressant. Il faut peut-être retraiter, creuser un petit peu, mais si on n'a pas envie d'aller creuser plus loin, il y a des dossiers plus intéressants et plus faciles à analyser, à mon avis. On est sur ensuite Jumbo. Donc là, c'est un spécialiste de la distribution de jouets. On est sur 5 milliards de dollars de market cap, 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même un fonds de croissance qui est intéressant. 10 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 20 en price free cash flow. Je m'attendais à ce que ce soit une boîte qui génère du free cash flow en excès des bénéfices nets. C'est pas le cas. Alors peut-être que c'est ponctuel, hein, et qu'ils ont une dépense en capital élevée. Mais c'est pas si donné, hein. Maintenant, c'est raisonnable, on va dire, en termes de valorisation. Mais c'est pas si donné que ça non plus. On est sur vraiment des capitaux investis qui est à 21%. En revanche, ça c'est très bon. Et on est cash net sur le dossier. C'est normal, on est très rentable. Donc ça, c'est bien. 5% de rendement du dividende, à peu près la même en rendement de l'actionnaire.
Free cash flow inférieur au bénéfice net. Attention, à mon avis, on est quand même à 100% de payout ratio en termes de free cash flow. Donc, si le free cash flow remonte, ça sera soutenable. Sinon, ça ne sera pas sur la longue route. Donc, Jumbo, pourquoi pas. C'est plutôt pour un profil GARP. Voilà, croissance à prix raisonnable. C'est pas value à ce niveau. Moi, je trouve que c'est un peu chèrement valorisé pour le business que c'est. Et enfin, on est sur Athens International Airport. Donc, l'aéroport athénien, 4 milliards de dollars de market cap. On est sur 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc un effet rattrapage après le déconfinement. 9 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 14 en free cash flow. Pareil, hein, ici, c'est pas si donné que ça. C'est raisonnablement valorisé, on va dire plutôt. 19 en rendement des capitaux investis, bonne rentabilité, alors que c'est intensif à capital. Donc c'est pas mal, 4 fois les dividendes net. Alors ça peut paraître élevé, mais c'est toujours pareil, c'est de l'infrastructure, donc on peut s'endetter à des taux d'intérêt préférentiels. On peut aller jusqu'à 5 fois les EBITDA. Si ça baisse un petit peu, ça sera mieux quand même. Là, ça va être c'est un peu lourd quand même ce niveau, mais c'est complètement gérable pour ce type de société. 8% de rendement du dividende, excellent. 6,7 en rendement de l'actionnaire, donc un peu de dilution peut-être, il faut vérifier. La payout ratio est à 100%. Donc on verse tous les bénéfices en dividendes. Est-ce que c'est dérangeant? Est-ce que c'est un problème? Je pense pas parce que, au final, est-ce qu'on a besoin de réinvestir quoi que ce soit dans ce type de business? Pas vraiment, c'est un monopole naturel. Pour que, ils ont juste de la dépense en capital de maintenance à faire, à mon avis. Donc ça peut être intéressant pour un rentier quand même, ce petit dossier. Maintenant, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une retenue à la source en Grèce? Je le crains. Donc pareil, vous n'aurez jamais du 8% net. Enfin 8% net dans un PEA, évidemment. Mais bon, ça peut être intéressant même si ça vous donne du 6% en net. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans la liste? Bon, moi je suis à l'écart des banques, donc je ne vais pas investir dans les banques. Après, il y en a qui sont peut-être intéressantes. Je pense que Piraeus, c'est celle qui est la plus intéressante. D'un point de vue valorisation et d'un point de vue rentabilité. OPAP, si vous pouvez investir dans des marchés régulés, il y a peut-être les temps capital. Donc, deux choses qui peuvent être quand même dérangeantes. Mais sinon, tout est OK d'un point de vue métrique sur cette boîte. Metlem, ça m'a l'air un peu cher quand même pour la qualité que c'est. Il faut retraiter. Donc, à mon avis, il y a un plus de cash flow négatif. Voilà, j'ai un doute. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi c'était dans le fond dépense AM. Mais après, eux, ils font un travail beaucoup plus en profondeur. Donc, ils doivent ils ont dû déceler de la valeur dans cette boîte. Hellenic Telecom, je pense que c'est intéressant. D'un point de vue dividende, d'un point de vue même value, donc ça se regarde. Ensuite, on est sur Jumbo, croissance à prix raisonnable, ça se regarde aussi. Et Athens, ça se regarde aussi d'un point de vue plutôt dividende. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.